Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus, membre du Cercle des économistes. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, vous la trouvez comment cette réaction des marchés hier et aujourd'hui, qui finalement ont semblé à peu près soulagés après ce premier tour législatif? Rebond hier sur le CAC 40, ça rebaisse, on est à 7500 points sur le CAC 40 aujourd'hui, 3,3% pour les taux à 10 ans sur la dette souveraine française. Les marchés semblent écarter désormais maintenant les scénarios noirs, à la fois d'une majorité Nouveau Front Populaire qui est jugée anti-business et qui ne croit plus vraiment manifestement à une majorité pour le Rassemblement national, avec un programme qui est jugé très dépensier. Vous en pensez quoi de ces marchés qui écartent le scénario du pire? Je ne sais pas si le scénario du pire est écarté, parce que probablement on n'aura pas de majorité gouvernable. Alors si les sondages sont corrects, on n'aura pas de majorité gouvernable après le second tour. Oui, mais un Parlement divisé, certains vous diront que ça évite Oui, mais de faire des bêtises. Oui, mais ça évite aussi de faire des politiques qu'il faut faire. Je vous rappelle que la France, hors toute mesure de réduction des dépenses publiques, aurait à peu près 5,5% du PIB de déficit public cette année. Oui, mais les Italiens ont 7. Voilà. Oui, mais les Italiens, enfin d'abord il y a une partie du 7 qui est liée au super bonus sur l'immobilier qui a été annulé, donc en réalité ils sont comme nous, ils sont un peu au-dessus de 5, mais les Italiens inspirent confiance parce qu'ils investissent de l'argent européen. Ils ont des politiques de l'offre. Enfin, les marchés financiers ne croient pas que l'Italie va être dans une situation budgétaire extrêmement difficile dans le futur. Ils peuvent changer d'avis sur la France. Pour l'instant, les marchés financiers croient que la France va probablement garder la même politique économique, mais ce n'est pas le cas. S'il n'y a aucune majorité de gouvernement à l'issue du second tour, on ne sait pas ce qui se passe, mais probablement il y aura peut-être un gouvernement de techniciens ou un gouvernement de coalition, mais de coalition complètement hétéroclite, et donc une absence de décision de politique économique, ce qui impliquera que les politiques de l'offre sont arrêtées et qu'on ne démarre pas des politiques de soutien de la demande non plus, et qu'on renonce à un certain nombre d'économies de dépenses publiques. Et ça pourrait effrayer. Le problème, c'est que si on veut ramener stabiliser le taux d'endettement public de la France, il faut réduire le déficit public primaire, c'est hors intérêt, de 3 points. Or, pour réduire le déficit primaire de 3 points... 3 points, c'est 70 milliards d'euros. C'est presque, oui, presque 80. Mais quand vous réduisez le déficit public primaire, par exemple en baissant les dépenses publiques, vous réduisez l'activité. Donc en réalité, le besoin de réduction des dépenses publiques, c'est le double, c'est 160 milliards d'euro. Augmenter les impôts alors? Oui, augmenter les impôts, ça fait aussi réduire l'activité. Notamment de ceux qui ont beaucoup d'argent, parce qu'apparemment c'est une mesure qui plaît. Oui, mais enfin, c'est ça. Enfin, je veux dire, sauf à ne toucher qu'une toute petite minorité de Français, et ce qui ne rapporterait pas grand-chose, quand vous commencez à toucher la classe moyenne, les classes moyennes supérieures, vous augmentez les impôts. Augmenter les impôts, pardon de le dire comme ça, uniquement des milliardaires. Est-ce qu'on résout nos problèmes? Oui, non. Il y a des chiffrages qui ont été faits. Alors, c'est effectivement les milliardaires paient peu d'impôts sur le revenu parce que leur revenu est essentiellement un revenu d'entreprise et pas un revenu salarial. Mais même si vous normalisez la pression fiscale sur les milliardaires, ça rapporte 10 ou 15 milliards d'euros et vous êtes très très loin de ce qu'il faut pour réduire le déficit public. Donc pour réduire le déficit public, pour stabiliser le taux d'endettement public de la France, il faut une politique budgétaire massivement restrictive. Donc une France ingouvernable avec une absence de majorité, quelque part, c'est un scénario noir que les marchés n'ont pas anticipé. C'est pas le même scénario. Si le Front Populaire avait été élu dimanche prochain à une majorité absolue, il y aura les marchés financiers seront catastrophiques tout de suite, parce que vu la politique de taxation et même de spoliation, quand vous avez un taux de prélèvement, un taux d'imposition des héritages de 100% qui revient à nationaliser toutes les PME et toutes les ETI, etc., vous déclenchez un c'est pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Donc c'est pas le scénario le plus probable. Le scénario le plus probable, c'est un scénario d'impuissance, d'inactivité.
Et donc d'impuissance, ça veut dire une dérive lente du déficit public et pas du tout une correction du déficit public. Je crois donc, et donc quel impact sur les marchés? Donc une France qui est ingouvernable, quel impact? C'est pas un impact brutal, c'est un glissement vers plus de pessimisme progressif des marchés. Les marchés seront soulagés d'avoir pas les extrêmes au pouvoir, mais progressivement, ils réaliseront qu'il n'y a pas de décision majeure qui puisse être prise. Et il y a un budget 2025 à faire voter. Et alors, il faut comprendre que la France a pratiquement 30% de son PIB qui est exporté, c'est 28, etc. La France a 55% de sa dette publique qui est détenue par des non-résidents. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions, avoir une politique économique qui soit radicalement des pays avec lesquels vous êtes en concurrence. Radicalement différente. Radicalement différente. Donc, avoir une politique de hausse massive des impôts, ça fera fuir tous les investisseurs, aussi bien en entreprise qu'en dette publique. Avoir une politique de la demande alors que les autres pays ont une politique de l'offre, ça aura le même résultat. En réalité, si tous les pays faisaient une politique massive de relance, si on arrivait même à convaincre les Européens de faire une politique massive d'investissement dans les nouvelles technologies, de relance, etc., il n'y aurait pas de coût parce que la France ne se distinguerait pas. Si la France se distingue des autres pays par des politiques massives de relance de la consommation et par des politiques ou par des politiques massives de hausse de la pression fiscale, eh bien, ça ne sera pas gérable, puisque quand vous aurez le choix entre investir en France ou investir ailleurs, vous investirez ailleurs. Et donc le meilleur scénario, je reviens là-dessus, pour les marchés, c'est quoi alors lundi? C'est le meilleur scénario pour les marchés, le RN ou c'est l'ingouvernabilité? À court terme, c'est... Je ne sais pas, c'est Charybde des Scylla. Les marchés vont réaliser que c'est Charybde des Scylla. C'est-à-dire que le RN a comme seule politique économique déclarée de baisser la fiscalité sur l'énergie. Les Français sont contents. Les Français sont contents, mais c'est pas... Moi, quand je ferais mon plein, je me dirais ça me coûte un peu moins cher. Oui. Enfin, honnêtement, on est en face d'un problème énorme de climat, d'un problème énorme de désindustrialisation, et d'un problème énorme d'éducation en France. Il faut investir énormément dans la transition énergétique pour éviter les désordres climatiques, dans l'éducation et dans les relocalisations industrielles. Donc ce dont nous avons besoin, c'est des investissements massifs et pas un soutien de la consommation courante massive. Et les Français veulent plus de pouvoir d'achat. Oui, mais c'est malheureux, mais ça nous condamne à ce moment-là. Si les Français obtiennent une hausse du pouvoir d'achat, et qu'on arrête les politiques de soutien de l'offre, aussi bien des politiques qui nous font nous passer des énergies fossiles que des politiques de soutien de l'investissement des entreprises, eh bien, cette anomalie française aboutira très rapidement à un déficit extérieur extrêmement important et l'expérience s'arrêtera. Donc, en réalité... Ce que tu es en train de nous dire, c'est que Emmanuel Macron a bien fait son travail, qu'il faut continuer à faire comme il faisait. Non, on peut critiquer Macron d'avoir uniquement fait des politiques de l'offre à base fiscale. Donc il a baissé des impôts, il a supprimé l'ISF, ce qui n'est pas forcément une bonne décision, hein, puisque vous savez que si vous regardez la courbe de la taxation des Français, les Français les plus riches ont un taux d'imposition extrêmement faible. L'ISF Non, global. Global. Ils payent des revenus, enfin ils payent des impôts d'entreprise et pas des impôts sur le revenu. Et donc l'ISF, c'était un impôt qui corrigeait un peu cela. Mais la baisse, enfin la flat tax à 30% sur le revenu du capital, ça a normalisé la situation de la France vis-à-vis des autres pays, et ça a permis un boom de l'investissement. Les entreprises investissaient 11% du PIB avant, et investissent maintenant 14% du PIB. Et donc, il y a un effet très favorable de la normalisation de la fiscalité sur les entreprises. Mais il ne l'a pas fait.
il n'a pas fait des politiques qui auraient stimulé par ailleurs l'offre. Il n'a pas fait, par exemple, les dépenses de recherche-développement sont toujours très faibles. Les budgets des universités sont toujours très faibles. Les investissements d'entreprises en nouvelles technologies sont 3 fois plus faibles qu'aux États-Unis. Ah, mais c'est sa faute, ça, pour le coup. Il s'est concentré sur les mesures fiscales. Et il n'a pas beaucoup payé, il n'a pas beaucoup donné d'attention à ce qui était non fiscal. Et donc, on a effectivement un redressement de l'investissement, on a un redressement, une stabilisation de la production industrielle, on a un redressement du taux d'emploi, mais on a gardé, par exemple, des gains de productivité négatifs. Et donc ça c'est aussi une insuffisance d'investissement dans l'éducation, une insuffisance d'investissement. Et à nouveau, on a eu une approche très fiscale à la politique de l'offre. On n'a pas fait de politique de l'offre. Par exemple, il n'y a pas l'équivalent de l'Inflation Reduction Act. C'est une politique de l'offre qui incite les entreprises à faire des investissements ciblés. La loi industrie verte, il y a eu des choses. Oui, mais enfin, c'est tout petit, quoi. C'est à la taille de la France, quoi. Oui, mais enfin, et puis, ça pas. Si vous regardez à nouveau les investissements en nouvelles technologies, je vous passe les détails, il faut corriger de la bizarrerie française de comptabilisation des investissements en logiciels. Les investissements en nouvelles technologies de la France sont 3 fois plus faibles que les investissements en nouvelles technologies des États-Unis. Et ça, c'est le moteur de l'investissement. Les dépenses de recherche-développement de la France, c'est 2,2% du PIB, c'est 3,5% du PIB aux États-Unis. Et ça, c'est le moteur de la productivité. Donc, quelque part, les Français veulent une politique de soutien à la demande, au pouvoir d'achat, mais qui, quelque part, nous mène dans le mur. Le problème, c'est que si vous ne faites que des politiques de soutien du pouvoir d'achat, alors que les autres font des politiques... Les autres, on parle des autres pays. Les autres pays européens, par exemple, font des politiques de soutien de l'offre, de l'industrie, etc. D'abord, le soutien du pouvoir d'achat va aboutir aussi à un énorme déficit extérieur. Et puis, à nouveau... il faut comprendre qu'on a dans une époque extrêmement bizarre. On a une époque, on est dans un moment où l'investissement le plus rentable de loin, c'est l'investissement dans le climat. Il y a des estimations récentes qui montrent qu'1 degré de hausse de la température de la planète, ça provoque 12% du PIB, de recul du PIB de la planète. Alors qu'on pensait que c'était... C'était 2 ou 3, et c'est 12 d'après les estimations plus convaincantes récentes. Et donc, il faut vraiment tout miser. Enfin, l'investissement pour éviter le réchauffement climatique, c'est de loin l'investissement le plus rentable qu'on peut faire. Et si vous faites une politique simplement de soutien du pouvoir d'achat à partir de baisse d'impôts ou de transferts sociaux, etc., vous n'allez pas faire ces investissements climatiques. Et donc on ne peut pas tout faire. Je veux dire, on ne peut pas tout faire. On est à un moment où on a un besoin essentiel qui sont les investissements climatiques, les investissements de relocalisation des industries stratégiques et pas le soutien de la consommation. Je suis désolé, mais le soutien de la consommation, pendant beaucoup d'années, ça ne sera pas une priorité de politique économique. Simplement, il y a une contradiction complète entre les désirs des Français et, je dirais, les désirs de la majorité des économistes, les Français veulent une autre politique de soutien du pouvoir d'achat. C'est le peuple souverain qui vote. Oui, pas les économistes. Mais simplement, cette politique de soutien du pouvoir d'achat, elle n'est compatible avec la poursuite des investissements climatiques qu'au prix d'une hausse massive de la pression fiscale. C'est le programme du Front populaire. Et cette hausse massive de la pression fiscale va entraîner, dans une économie ouverte concurrentielle, que les investissements ne se feront pas en France, que les entreprises vont préférer les investissements ailleurs. Patrick, il se passe quoi le 8 juillet au matin, si on se réveille avec le RN en majorité absolue, encore une fois, sur les marchés, ou pas de majorité? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Qu'est-ce qui se passe sur le CAC 40? Qu'est-ce qui se passe sur le spread? Encore une fois, l'écart de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France, qui est autour de 75 points de base aujourd'hui. Oui. Les taux à 10 ans français sont à 3,3%. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'il ne se passe pas grand-chose dans les deux cas. C'est plutôt une... Enfin, si le Front populaire avait une majorité absolue, les marchés s'effondreraient. Et le spread, ce serait immédiatement au-dessus de 100 points de base, etc.
Si le RN a une majorité absolue ou s'il n'y a pas du tout de majorité, je crois qu'on est plutôt dans une tendance à la dégradation progressive des marchés au fur et à mesure qu'on observera que les bonnes politiques, c'est des politiques qui stimuleront la capacité d'offre à moyen terme. C'est des politiques qui continuent à permettre d'employer plus de gens, qui permettent d'investir, qui permettent d'investir. C'est-à-dire que le CAC 40 rentre c'est une politique. En bear market, on rentre en mouvement. Oui, mais pas brutalement. C'est une politique de dégradation de la valorisation des entreprises françaises et d'ouverture progressive du spread avec l'Allemagne. Donc 15% de chiffre d'affaires en France qui est réalisé par les boîtes du CAC 40. Oui, mais il n'y a pas que les boîtes du CAC 40, David. Oui, mais je pense au CAC 40 pour le oui, mais en termes d'investissement. Bon, il y a quand même une corrélation entre la localisation du siège social et le cours boursier des entreprises qui est très supérieure à la réalité de leur structure géographique, de leur chiffre d'affaires. Mais pas de crise en tout cas au 8 juillet dans ces deux configurations. Non, je pense que c'est une crise, c'est une dégradation lente de la perception de la France, quoi, et qui amènera probablement un déficit public accru, une difficulté croissante à financer le déficit public, mais pas de crise immédiate majeure. Ce qui veut dire que le RN a réussi son pari finalement de rassurer tout le monde devant le patronat, les marchés, puisque finalement une possible majorité n'effraie plus d'un point de vue économique, encore une fois. Le programme a été largement amendé, remanié, il nous parle de baisse d'impôts de production, le RN. Il y a une forme de pragmatisme affiché. Mais le problème, c'est que personne n'assume ce qu'il va falloir faire pour stabiliser le taux d'endettement public dont on parlait il y a quelques minutes. À nouveau, s'il faut réduire les dépenses publiques de 6 points de PIB pour obtenir ex post 3 points de PIB de réduction du déficit public, c'est monstrueux. C'est à peu près le même chiffre en France et en Italie. C'est monstrueux. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une politique de... Mais les Français ne veulent pas de ça, c'est là où je comprends. Mais ça ne peut pas se faire dans le cadre d'une politique de soutien de la demande. Ça peut se faire que dans le cadre d'une politique de soutien des investissements stratégiques et en prenant son temps et en maintenant ces investissements stratégiques. Si vous utilisez les marges de manœuvre, des marges de manœuvre fiscales pour soutenir la consommation, etc., vous n'y arriverez pas. Vous le résumez comment, le programme économique du RN? Donc, quand vous avez dit leur seule mesure, c'est la baisse de la TVA. Il y a d'autres choses quand même, il n'y a pas que ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que ça à ma connaissance. La baisse des impôts sur les jeunes et la suppression d'impôts sur les jeunes, ce n'est plus au programme. La réforme la sortie de la réforme des retraites, c'est ça devient très petit. C'est la mesure majeure, hein, c'est la baisse de la fiscalité sur les carburants. Pour 7 milliards, 10 milliards, etc. Alors, il y a des débats, c'est que c'est entre 12 et 15 milliards en année pleine. En année pleine. Mais honnêtement, c'est une mesure pas intelligente. Enfin, je veux dire, toutes les marges de manœuvre budgétaires doivent être consacrées à accélérer la transition énergétique et à accélérer la réindustrialisation et le développement des industries stratégiques. Il ne faut pas consacrer de marge de manœuvre budgétaire à autre chose. Simplement, ce que je dis est absolument inaudible, vu que les Français, ils veulent des hausses de salaire pour vivre mieux. Mais simplement... c'est le rôle d'ailleurs, est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement que d'augmenter le pouvoir d'achat du point de vue de l'économiste ? Le problème à nouveau, c'est que... Fondamentalement, le pouvoir d'achat, c'est lié à la productivité. Donc normalement, les salaires évoluent comme la productivité du travail. C'est à peu près le cas en France. Hein, quand vous regardez sur 20 ans ou 30 ans, et même les salaires réels ont cru comme la productivité du travail, et puis ont commencé à stagner lorsque la productivité du travail est stagnée. Si vous augmentez les salaires plus que la productivité du travail, ce qui est par exemple le programme du Front populaire, hein, il y a une forte hausse du SMIC et des autres salaires. Si vous portez le SMIC à 1 600 € net, il y aura un effet de diffusion de cette hausse aussi important. Justement, les salariés auront plus d'argent, ils dépenseront plus, il y aura plus de consommation, plus de recettes de TVA. Simplement,
vous augmentez les salaires plus que la productivité du travail. Et donc, il faut regarder, donc ça veut dire que vous baissez les taux de profit. Les entreprises gagneront un peu moins d'argent. Oui, mais à nouveau, on se concentre tout le temps sur les dividendes, les rachats d'actions. L'essentiel de la baisse de la pression fiscale sur les entreprises a été utilisé par les entreprises pour investir plus. Elles ont augmenté leur taux d'investissement de 3 points de PIB depuis 2017. C'est beaucoup. Et vous feriez un retour en arrière. Et à nouveau, les entreprises n'auraient plus aucune incitation à investir en France. Donc vous déferiez l'apport essentiel des réformes fiscales de Macron, qui est le supplément d'investissement des entreprises. Je ne suis pas du tout favorable au rachat d'actions, je ne suis pas du tout favorable aux hausses de dividendes. Je pense qu'à nouveau, dans un environnement où il faut investir énormément, les entreprises distribuent moins à leurs actionnaires pour investir dans leurs projets, dans la transition énergétique. Donc ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire, mais ce n'est pas la même chose que de faire des hausses massives des salaires qui seront consommés parce que vous augmentez les salaires des personnes les plus modestes et donc vous transformez de l'investissement en consommation. Transformer de l'investissement en consommation, ça veut dire que d'abord vous ne faites pas les investissements et deuxièmement ça veut dire que vous accroissez le déficit d'épargne et donc vous allez buter sur l'augmentation très forte du déficit extérieur. Avant de se quitter, je vais vous faire réagir sur les propos de Jean-Louis Bourlanges, ancien député MoDem, qui a une vision assez éclairée des sujets économiques et politiques. Il dit le programme du RN, c'est un Frexit en pièces détachées. Parce que le RN est contre la solidarité budgétaire, parce que le RN est contre la primauté du droit communautaire, contre le marché intérieur, contre la Commission européenne, qui veut sortir aussi du marché de l'électricité, si j'ai compris. Il a raison ou il a tort? Est-ce que c'est un Frexit de l'intérieur ou en pièces détachées? Oui, alors on n'a pas d'indication. Enfin, probablement, intellectuellement, c'est le cas. La question, c'est qu'ils ne pourront pas faire ça. Frexit masqué, diront certains. Mais ils ne pourront pas faire ça. Le Frexit, si vous sortez des règles européennes, vous aurez immédiatement d'abord des rétorsions. Et puis c'est illusoire de penser que les entreprises françaises vont garder leur capacité à accéder aux autres marchés européens, alors que vous allez restreindre la possibilité des autres Européens d'accéder au marché français. Il y a une symétrie dans les règles européennes. Et donc, si vous sortez, par exemple, si vous donnez, si vous sortez vous donnez un privilège aux entreprises françaises dans l'obtention des marchés publics. Ouais. Immédiatement, les entreprises françaises n'auront plus accès aux marchés publics des autres pays européens. Or, les entreprises françaises sont très présentes sur les marchés publics des autres pays européens. Donc, en réalité, l'Union européenne, c'est une union qui doit être symétrique. Vous ne pouvez pas avoir... vous ne pouvez pas gagner quelque chose sans perdre corrélativement. Donc, oui, donc je suis assez d'accord avec Jean-Louis Bourlanges. Le projet, si le projet, c'est un projet de restriction, par exemple, de restriction d'accès des autres Européens au marché public, ou c'est un projet de restriction dans les échanges, etc., ça sera perdant-perdant, parce que les autres Européens, effectivement, feront des mesures de rétorsion, et la France ne... Enfin, le marché unique européen, je ne parle pas des accords de libre-échange avec le reste du monde. Le marché unique européen, ça a permis à la France de développer ses exportations, ses entreprises, etc. Donc si vous sortez de ça, à nouveau, vous avez un recul économique. Dernière question, avant de se quitter, Patrick. Aujourd'hui, le seul parti qui est en capacité potentiellement d'avoir une majorité peut-être absolue, c'est le RN. S'il faut qualifier et résumer le programme économique du RN, quelques mots, vous diriez quoi? À nouveau, je ne sais pas les intentions cachées. Le programme économique du RN, pour l'instant, à nouveau, ce n'est qu'un programme, la seule mesure phare chiffrée et substantielle, c'est la baisse de la fiscalité sur l'énergie. Et à nouveau, qui est une très mauvaise idée. Et alors, c'est une idée très populaire, comme vous le mentionniez à l'instant, mais c'est une très mauvaise idée, parce que de toute façon, il va falloir qu'on sorte des énergies fossiles. Et donc, la bonne idée, c'est de consacrer le même argent public à aider les gens à sortir des énergies fossiles, et pas maintenir la consommation. En tout cas, ce n'est pas un programme économique qui vous effraie comme il a pu effrayer par le passé. Parce que beaucoup de mesures ont été gommées.
Oui, mais c'est un programme qui n'est pas intelligent. Enfin, je veux dire, à nouveau, si on a 15 milliards de marge fiscale, faut pas les utiliser à baisser les prix des carburants. Si tant est qu'on ait Faut les 15 milliards utiliser à aider les gens à investir dans des pompes à chaleur, dans des voitures électriques, etc. Euh, de toute façon, on devra sortir des énergies fossiles. Et si ce n'est pas par la réglementation européenne, c'est par la réalité économique. Je citais il y a quelques minutes les dernières estimations sur l'effet très négatif du réchauffement climatique sur la production. Et donc, de toute façon, il faut se convaincre de ce que l'investissement le plus rentable aujourd'hui, c'est l'investissement qui évite le réchauffement climatique. Et donc, toute mesure de politique économique qui accélère le réchauffement climatique est imbécile, quoi. Je veux dire, faut le dire clairement. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Patrick Artus, membre du Cercle des économistes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.